Le Mali, avec 1 241 000 km², est le plus vaste État d'Afrique de l'Ouest après le Niger. Il compte près de 12 millions d'habitants. 80 à 90% des Maliens sont musulmans. Aujourd'hui, les lieux de culte sont parmi les plus beaux édifices du Mali. Mais la conservation est difficile. Les mosquées, tout comme bon nombre de maisons du pays, sont faites de terre et nécessitent chaque année une restauration. La mosquée Komogel de la ville de Mopti fut la première au Mali à bénéficier de l'aide du réseau Aga Khan, l'un des plus importants réseaux privés d'aide au développement social, culturel et économique pour tous les peuples sans distinction. Son Altesse l'Aga Khan, 49e imam héréditaire des musulmans chiites ismaéliens, est le président des 9 agences à travers le monde. D'importants chantiers du réseau Aga Khan de développement sont actuellement en cours au Mali. Ils vont nous permettre de comprendre toute la richesse et la diversité culturelle du pays. Nous vous proposons un voyage dans le temps, au départ du port de Mopti, le plus animé d'Afrique de l'Ouest, et au rythme des eaux du fleuve, le Niger, l'un des plus grands fleuves d'Afrique et une artère vitale pour le Mali. Il sert depuis toujours le commerce entre le sud et le nord. Par lui transitaient les denrées rares, l'or ou le sel précieux du Sahara. Après 3 jours de voyage en pinasse, ces bateaux traditionnels, la mythique Tombouctou, une ville mystérieuse, car pendant des siècles interdite aux infidèles non musulmans, que nombre d'explorateurs voulaient atteindre, coûte que coûte. La ville est née en l'an 1100 grâce à sa situation stratégique entre les portes du désert et le coude du Niger. Terminus des caravanes de Touaregs reliant l'Afrique subsaharienne et la Méditerranée, Tombouctou était, entre le XIVe et le XVIe siècle, un immense centre du savoir islamique. Le commerce des manuscrits à l'époque était le commerce qui rapportait le plus. Tout le monde était avide d'acheter des manuscrits pour se cultiver. Et on les achetait à prix d'or à Tombouctou. L'université de Sankoré, à l'époque, avait au moins 25 000 étudiants à l'époque. Et ces étudiants étudiaient dans presque les domaines, que ce soit dans la philosophie, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans les mathématiques. Et sans compter, évidemment, au niveau des écoles coraniques, les grands maîtres, les exèges, qui étaient là dans les maisons, sous leur vestibule, en train de dispenser également des cours. Aujourd'hui, Tombouctou fait renaître ses manuscrits. Les familles possèdent parfois des milliers de livres qu'elles exhument enfin, après des décennies à l'ombre des regards, jalousement cachés. La collection privée de l'imam en est un bel exemple. « 8000 manuscrits d'astronomie, de droit, de théologie, d'histoire, dont une édition rare du Tariq el-Fatash en arabe, mise en examen par l'Institut français des langues orientales, un chef-d'œuvre. » Et c'est même dans ce même Tariq el-Fatash qu'on apprend que la grande mosquée de Djingaribert a été construite sur les ruines d'une ancienne mosquée. Et l'histoire ne ment jamais. Et dans les travaux de restauration, les architectes, en creusant, en cherchant à restaurer, ils sont tombés finalement sur des murs et ils ont cherché à creuser et savoir. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'est une ancienne mosquée. Et l'histoire a parlé de ça il y a un peu longtemps. Les vestiges de l'ancienne mosquée Djingaribert dont parle l'imam ne seraient autres que ceux de la mosquée bâtie en 1325 par le roi Kanka Moussa, de passage à Tombouctou après son pèlerinage à la Mecque. Cela en ferait l'une des plus anciennes mosquées du Mali, joyau architectural du style soudanais. Encore faudrait-il authentifier la découverte. Une équipe d'architectes et d'archéologues s'attelle à cette tâche. Gauthier, Joséphine et Bertrand travaillent pour le réseau Aga Khan de développement.
Ils sont sur ce chantier depuis 3 ans déjà, à l'assaut des termites qui dévorent le plafond fait de bois et du sable qui enlise le sol sur plus de 40 cm, réduisant les espaces. Allez, il faut continuer à descendre. Hein. On doit trouver un autre sol parce que les sols qu'on a trouvés de l'autre côté, en dessous le dernier sol, il y a du sable fin. On arrive vraiment dans ce qu'il y avait avant la mosquée. Et là, on a plutôt l'impression dans un mélange de petits morceaux de calcaire et de banco, ce que je vois à tes pieds. Là. On est vraiment dans les niveaux les plus anciens de la mosquée, là. On ne s'attendait pas à ça. Encore ce matin, on était persuadé que ça, c'était des reconstructions récentes. Et là, on est dans les niveaux... au plus récent, c'est le 16e. Non, c'est une très très bonne nouvelle. C'est qu'à la fois on a des informations d'ordre chronologique, de chronologie relative, et à la fois c'est tout le fonctionnement de la mosquée qui apparaît. La restauration de la mosquée est un travail ardu et de longue haleine. Commencée en 2006, elle doit s'achever le 22 septembre 2010, date anniversaire des 50 ans de l'indépendance du pays. Les architectes ont un défi de taille, 2 étapes, sauvegarde et mise en valeur. Les recherches archéologiques mettent en avant de précieuses découvertes, comme ces bas-reliefs sur les murs, restaurés aujourd'hui avec les techniques d'autrefois, terre, gomme arabique et beurre de karité. Classée patrimoine mondial par l'UNESCO, la mosquée de Tombouctou impose les techniques et savoir-faire locaux transmis de génération en génération. C'est aussi écologiquement responsable puisqu'on ne transporte pas des matériaux sur 1000 km, on ne fait pas venir du ciment importé, on n'utilise pas des aciers importés, on utilise les matériaux en essayant d'en tirer le maximum parce que la mosquée a quand même traversé des siècles avec des matériaux anciens, il n'y a pas de raison de venir y insérer des techniques très récentes qui ont 50 ans alors que tout s'est bien passé pendant 500 ans. La corporation des maçons est influente au Mali. C'est elle qui transmet les savoirs. C'est grâce à elle aussi que les matériaux traditionnels restent de qualité. Car sur les moellons de pierre calcaire de la région est posé un mortier vieux de plusieurs siècles, le banco. Et oui, les mosquées de terre au Mali sont en fait plus précisément de banco. Un mélange d'argile parfois récupéré de vieilles poteries, de paille et de sable. Le banco est fragile et demande un entretien annuel de recrépissage après la saison des pluies. La sauvegarde de ces matériaux anciens est un enjeu important. Socialement, la terre est de plus en plus vécue comme des matériaux du pauvre. Et ceux qui ont les moyens, qui ont fait fortune, se font construire des maisons modernes avec des formes nouvelles, des matériaux nouveaux. Bon, si c'est pas proche de la mosquée, ça nous embête pas, mais se pose la question en fait de la sauvegarde de toute l'architecture et de la structure urbaine de toute la ville. Et pour ça, il faut qu'il y ait un certain nombre de matériaux et de mise en œuvre, de techniques qui soient manipulées. Et il faut qu'il y ait une transmission. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'avec ce chantier, la transmission se fasse et la connaissance générale autour de ces techniques s'améliore. Restaurer un lieu de culte demande respect et discrétion. L'arrivée d'étrangers d'autres confessions religieuses peut être délicate. Vous savez, la première des choses, Tombouctou, bon, c'est vous qui êtes les infidèles. Nous, tous ceux-là qui ont une religion monothéiste, eh bien, l'islam les respecte. Parce que, en fait, on adore tous le même Dieu et l'unique Dieu. Donc, ces religions monothéistes, on les respecte. Tombouctou est une ville de tolérance religieuse. Pour la preuve, nous sommes près de 99,99 musulmans à Tombouctou. Cela n'empêche. Vous avez l'église catholique qui est là. Vous avez l'église baptiste qui est là. Et chacun de son côté fait sa confession sans gêner l'autre.
Nous quittons Tombouctou la mystérieuse. Retour vers le sud-ouest, toujours par le fleuve maternel Niger. Direction la région de Djenné, l'une des plus vieilles cités d'Afrique occidentale. Notre venue est accueillie par un griot, un conteur, musicien, historien et médiateur des communautés. Le griot est très présent dans la tradition orale du Mali. Le griot fait partie d'une classe moyenne parce qu'ici chez nous, dans notre société, il y a la classe des nobles et des castes. Donc le griot fait partie de cette classe-là des castes. Voilà. Donc ce qui fait que la musique est réservée uniquement à ces gens-là, ces griots. Par exemple, un noble qui se permet de faire la musique, qui a déshonoré ta famille. Parce que chez nous, c'est les griots qui viennent pendant les cérémonies de mariage et de baptême pour raconter notre histoire. Alors, par exemple, s'il y a une cérémonie de mariage chez moi à la maison, alors les invités devraient connaître mon histoire. Donc en ce moment, c'est le griot qui vient, alors qui parle de mon histoire. Alors généralement, c'est les gens qui connaissent ton histoire, peut-être 8 ou 9 générations passées. Alors donc, ils font connaître cette histoire-là à tous ces gens qui viennent, à tous ces invités. Le griot jeune, il va toujours avec papa et maman pendant les cérémonies de fête et tout ça. Alors donc, voilà comment cette tradition orale est transmise de père en fils. Djenné est la ville de tradition par excellence. On y accède par le bac, car elle est encerclée par 2 bras du Bani, un affluent du Niger. Cette ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est surtout connue pour sa mosquée. Semblant tout droit sortir d'un conte de fées, elle domine le grand marché coloré du lundi, l'un des plus beaux et des plus animés d'Afrique de l'Ouest. Il a peu changé depuis l'époque où les caravanes de dromadaires y venaient vendre les plaques de sel venues du Sahara. On y trouve des marchandises en tout genre, des calebasses, des vêtements, des épices, des poteries et de la chèvre. C'est grâce au commerce que la ville doit son apogée au XIVe et XVe siècle. À cette époque, Djenné, comme Tombouctou, profita des échanges transsahariens et fut un grand centre de l'enseignement islamiste. Djenné était un carrefour commercial, et un point de transit des produits en provenance du sud, c'est-à-dire l'or, l'ivoire, la cola, et qui transitaient par Djenné pour aller à Tombouctou. Et les produits du nord, le textile, le sel, gemme, etc., transitaient par Djenné pour aller au sud. Donc c'était réellement un grand carrefour commercial, ce qui a, compte tenu de cette position stratégique, a attiré pas mal de lettrés qui se sont installés et qui ont commencé à enseigner. Et sous la pression réellement de ces commerçants, le 26e roi, Koyi Komoro, s'est converti à l'islam. Donc en gage d'adhésion à la nouvelle religion, donc, il a détruit son palais selon la légende et ce qui est écrit. Donc en lieu et place, il a construit la toute première mosquée. En 1810, la mosquée du roi Kumboro est détruite par l'Empire Peul qui n'aime guère le commerce profane pratiqué dans son enceinte. Elle sera reconstruite en 1907. La mosquée de Djenné est célèbrement connue non seulement pour sa campagne annuelle de crépissage, mais également parce que c'est la plus grande mosquée au monde construite en terre. Elle est posée sur un promontoire de 75 mètres par 75 mètres, avec une salle de prière qui fait 50 mètres par 21 et une cour intérieure avec galerie pour la salle de prière des femmes qui fait 50 mètres par 28. C'est autant de choses qui rendent la mosquée célèbre et qui la rendent tout aussi importante, classée au rang de patrimoine mondial pour l'UNESCO et pour le Mali.
En 2006, une équipe du réseau Aga Khan de développement arrive sur le site. Bien qu'étant un important monument, l'édifice est en mauvais état de conservation. À la demande de la communauté musulmane de Djenné, le réseau Aga Khan initie la restauration fin 2008. Ils devront s'achever en 2010 et concernent l'intérieur et l'extérieur de la mosquée. Tout comme à Tombouctou, priorité est donnée aux matériaux et au savoir-faire d'ici. La mosquée de Djenné est entièrement construite avec ce qu'on appelle les djenné ferrés, qui sont donc les briques traditionnelles de Djenné, qui sont des briques cylindriques composées à base de banco, de balles de riz et de poudre de baobab. Le mélange est aussi stabilisé au beurre de karité. Donc ce sont des briques façonnées à la main et séchées au soleil. Et ça, tu vérifies le mélange, tu vois que là-dedans il y a beaucoup de qualité. Il faut diminuer aussi dans la quantité. Ça, tu le sens au toucher. Sur ces briques est enduit le traditionnel banco qu'il est primordial de renforcer chaque année après la saison des pluies. Les chevrons de bois des façades servent à soutenir les échafaudages du crépissage annuel de la mosquée par tous les habitants de la ville. Une nécessité devenue tradition, puis fête populaire au fil des années. Même au cours des travaux cette année, on a eu à faire ce crépissage. Et je pense que même si la mosquée est entièrement finie, le crépissage pourra se poursuivre. Ça n'empêchera pas réellement le crépissage de se faire. Bon, ça c'est mon opinion à moi. Et il y a certains qui disent que non, c'est la fin effectivement de cette tradition. Je pense qu'une tradition ne meurt pas de sitôt. Il a été remarqué avec les années que la campagne crépissage, certes, est dans la culture, mais c'est devenu un festival, une fête annuelle. Et année après année, la qualité des matériaux utilisés, la qualité des savoir-faire a périclité un tout petit peu. On aboutit à une qualité de matériaux qui est plus vraiment la bonne, parce que c'est d'abord une fête avant d'être un soin apporté à la qualité des matériaux. On s'est rendu compte en visitant les carrières utilisées dans les différents quartiers que les trous pour le pourrissement du banco sont au pied des décharges qui sont sur le lit du fleuve, et du coup ça reflète la qualité des enduits qui sont apportés en ce moment à la mosquée. Pour la pérennité de cette fête, il sera dans l'avenir capital donc de gérer la fabrication du banco par les habitants et de veiller à sa propreté. Le patrimoine du banco est encore bien présent au Mali, comme à Djenné, où l'unité architecturale est maintenue avec ses maisons mauresques. Mais le banco est menacé par d'autres matériaux plus modernes et plus chers, ce qui freine encore les populations défavorisées. Sur les rives du Niger, les villages de banco préservés comme celui de Sérimou sont encore nombreux. Le tourisme de masse peu présent dans la région n'a heureusement pas influencé la vie de ces populations locales. Mais le Mali est l'un des pays les plus pauvres au monde. Un tiers des Maliens souffrent de malnutrition, 90% vit avec à peine 1 euro par jour, seuls 20% des adultes sont alphabétisés. Sécheresse, dette extérieure qui étrangle le pays. La solution pour la survie de certaines zones semble être le développement touristique. Le pays d'Ogon est la région la plus visitée au Mali. Le pays d'Ogon est constitué de 400 000 hectares classés patrimoine naturel et culturel. Il fait immanquablement partie des 10 endroits du monde à voir avant de mourir. 3 régions le composent, une plaine fertile, un plateau aride et lunaire, et enfin la célèbre falaise de Bandiagara. Cette falaise s'étire sur 150 km à travers le Sahel et jusqu'à l'est de Mopti.
Dans cet environnement enchanteur, le peuple dogon survit au temps. Animiste, même si de conversion musulmane en surface, à la culture cosmogonique élaborée et complexe, les Dogons attirent les anthropologues de la terre entière. Parmi les premiers habitants de la falaise de Bandiagara, il y eut les Telem. Ce sont eux qui, malgré la hauteur des falaises, réussirent à construire des habitations et des greniers dans les endroits les plus inaccessibles. Les Dogons qui leur succédèrent pensent que les Telem savaient voler ou utiliser des pouvoirs magiques pour les rejoindre. Mais la falaise lors du millénaire précédent bénéficiait sans doute d'un climat plus humide. Lianes et plantes grimpantes constituaient alors des échelles naturelles. Et la forêt ne manquait pas de ressources. Kobe, baranao kunu yakowa. Ngunanim bere gomalo. Aga ngunime. U baranao yako kanye. Garanwe kunu. Marpa mayangame. Ay nenge dege. Nenge gereng. Niwo bogren ni kong emeli dane emeli kong tore. La sécheresse contraint les Dogons, au fil des années, à redescendre dans la vallée. Les croyances s'étiolent. Ayant l'absence d'ennemis, la protection de la falaise semble moins nécessaire. Pourtant, cette falaise était le théâtre de rites funéraires riches. Dans un premier temps, le corps du défunt était lavé dans l'antre du Ogon, le chef spirituel. Il reposait ensuite à l'air libre dans les failles des parois qui servaient de cimetière. Son âme restait dans le village. Bon, bon, kebe nengenume, gomu nombro nengenume. Sampo bone moneme. Awajibi sungu tono sungu yako. Sungu doneme. Dinginda naje ko bu angana dingin tingeme. Be dingin ama bone doa kuneme. Satraun doze nan ama boneme. Be sungu ara direja. Les rites des Dogons sont menacés, non seulement par l'islamisation et la christianisation qui tentèrent d'éteindre les croyances animistes, mais aussi par l'exode des jeunes, les sécheresses successives, le délabrement du patrimoine architectural. La mondialisation et l'ouverture au tourisme ne se fait pas sans heurts non plus. Mais les Maliens en sont conscients. Des tables rondes entre villageois, associations et missions culturelles jettent aujourd'hui les bases d'une gestion du tourisme comme enjeu de développement durable. Il y a une forme de tourisme qui les agaçait. Et donc ils ont compris que les touristes, avec les accompagnateurs surtout, venaient pour certaines curiosités, qui en fait ne sont pas des curiosités pour eux. Comme ils sont embêtés, ils ont dit, bon, il faut trouver une solution à ça. Une des causes de la destruction de certains patrimoines, pas tous les patrimoines, c'est ça. Un exemple concret, les Toguna dans la plaine qui sont visités avec des pilastres bien sculptés. Bon, les vieux sont sous le hangar, bon, ils ne perçoivent rien, les guides viennent les déranger avec des explications qui n'en finissent pas. Alors, ils ont décidé de mutiler les sculptures pour être en paix au moins, à défaut d'avoir de l'argent. L'image du blanc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il doit distribuer à tout le monde. Bon, distribuer à tout le monde, c'est pas possible. Je donne des cas concrets, hein, c'est-à-dire les femmes font de la teinture, de l'indigo, produisent beaucoup de textiles. Bon, les touristes, quand ils viennent, ils payent des souvenirs. Il y a le sculpteur qui est là, qui fait sa sculpture. S'il est bien organisé, il peut avoir plus d'argent à la faveur du tourisme que traditionnellement il vendait ses produits. Mais tout cela demande une qualité. La saison touristique ne dure que 3 mois lorsque le climat est plus clément. Une grande part des ressources pour ces communautés viendront à l'avenir du tourisme, à condition de bien le gérer. Protéger les sites tout en permettant l'accès. Patrimoine, tourisme et développement local, l'enjeu est là. Le pays Dogon est une terre lointaine qui ne demande qu'à être conquise. Un tourisme culturel s'y fait peu à peu une place.
La barrière naturelle du plateau et de ses pistes de terre rouge offre pour longtemps encore tous leurs secrets. Aïwa, amina sinzini ni anga morso folo e ka ta ka ke ka nyana jake barsa muna bien e paroso de alkiyama tem mata re onga antenye alkiyama taliko